Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu Archives des étoiles. Jean-Claude Carton avec vous jusqu'à 19h, mais je ne suis pas seul. Avec moi, le professeur Dominique Lecomte. Bonjour Madame Lecomte. Bonjour. Nous sommes rencontrés il y a quelques années, c'était dans des circonstances tout à fait différentes. Il y a quelques mois, vous avez écrit un livre dont le titre est Quai des ombres, 20 ans au service des morts. Je ne savais pas, à l'époque où je vous ai rencontré, que vous étiez la directrice de l'Institut médico-légal de Paris. Non, mais je ne le dis pas spécialement. Je travaille et ça dépend de l'objet du travail. Quand vous m'avez rencontré sur un rapport sur le handicap, et à ce moment-là, je travaillais sur le handicap. Voilà, mais je remplis mes fonctions effectivement de responsable de l'Institut médico-légal depuis 15 ans. Et ça fait effectivement depuis 1983 que je suis expert et que je travaille dans la médecine légale. Nous allons rentrer un petit peu plus avant dans votre travail, mais la petite fille qui avait un chat ficelle, c'était vous? Elle est loin, mais c'était moi. C'est vrai que dans ce livre, je parle de moments de ma vie qui sont des souvenirs, et je crois que tout le monde a ses souvenirs, donc les miens sont importants, ils m'aident à continuer ma route. Qu'est-ce qui a fait que la petite fille que vous étiez, quand le chat ficelle vous ramenait des souris, vous vouliez les décortiquer, regarder ce qu'il y avait à l'intérieur? Non, je voulais comprendre pourquoi elles étaient mortes. Pourquoi elles étaient mortes? Voilà, je crois que c'est ça. Et puis je vous dis, c'est vrai que j'en parle aussi dans mon livre. Je vivais à la campagne, dans une vie qui était très, très agréable, entourée d'une famille qui nous adorait, mes sœurs et moi. Donc, si vous voulez, c'est... Bon, et puis on avait à l'époque, c'était au lendemain de la guerre, donc si vous voulez, quand on avait un jouet, il fallait pas l'abîmer. C'est plus comme maintenant où on achète des jouets qui se jettent et on en rachète d'autres. À l'époque, on gardait son jouet et il y avait effectivement cette clinique des jouets oui, à Lyon qui faisait qu'on allait réparer nos baigneurs, enfin là-bas quoi. Et quand quelque chose bougeait plus, je voulais les réparer, donc je voulais voir un peu comment ça fonctionnait. Alors ce livre est sorti en librairie depuis pas très longtemps. Parler de la mort, vous sentez que les médias n'ont pas très envie d'en parler? Bon, je pense que personne ne veut en parler, il n'y a pas que les médias. Ça n'a jamais tué personne. Personne ne veut en parler, la mort fait peur, mais je pense que le fait de ne pas en parler tue à mon avis la mort, c'est encore plus important. Vous écrivez, Madame Lecomte, vous écrivez « Mon travail me fait pénétrer au sein de la misère, de la pauvreté, de la violence, de la turpitude. Je hais la violence, je hais les cris, je hais l'absence de retenue, l'agressivité. Je continue de croire que tout peut s'arranger par le dialogue et la compréhension, ce qui n'exclut pas une certaine fermeté. Plus j'avance en âge et plus j'attache d'importance à l'écoute et au dialogue avec l'autre. Je n'ai peut-être pas toujours été comme cela. Jeune, je croyais à la science et à son pouvoir de guérir. À présent, je comprends qu'il est des douleurs que seuls les mots peuvent soigner. En écoutant un malade, un médecin a déjà fait le 2/3 de son diagnostic. Comme écouter un ami lui apporte les 3/4 du réconfort qu'il attend. Aujourd'hui, on fait des séminaires et des livres sur la communication, mais pour autant, les gens se parlent peu. On ne prend plus le temps d'écouter avec son cœur. On ne s'intéresse plus à l'autre. C'est vous qui avez écrit. Ah oui, ça. Tout ce qui est écrit, c'est moi qui l'ai écrit. Effectivement, mais c'est une réflexion qui est... Si vous voulez, qui a eu son cheminement aussi. Elle est arrivée après plusieurs années. Bon, au début, si vous voulez, je faisais ce métier parce que ça me plaisait. C'était un métier essentiellement technique et de médecin légiste. Donc de technicien, ce que je dis toujours, c'est que les légistes sont des auxiliaires de la justice, des collaborateurs auxiliaires de la justice. Mais si vous voulez, c'est vrai que le poste de responsable de l'Institut m'amène à rencontrer les familles. Donc il y a des hôtesses qui accueillent les familles, et puis ensuite, je suis informée. Maintenant, j'ai une psychologue qui me remplace, donc ça m'aide beaucoup, énormément même. Mais c'est vrai que de rencontrer les familles, de les voir dans un désarroi qui est absolument indescriptible, parce que la mort qui arrive, les sujets décédés qui arrivent à l'Institut sont des gens sur lesquels on n'avait pas imaginé qu'ils allaient mourir.
Si vous voulez, c'est une mort toujours brutale, une mort inattendue, une mort qui foudroie en quelque sorte l'entourage familial et les gens sont complètement désarmés. Donc, quand ils arrivent à l'institut, si vous voulez, je trouve que c'est important d'être à côté, enfin de leur montrer qu'on n'est pas, qu'il y a quelqu'un qui peut les écouter un petit peu. Alors, quand j'ai du temps, et même si j'en ai pas, j'essaye d'en prendre, de leur dire un petit mot gentil. Alors, ils me parlent. Quel a été votre parcours avant d'arriver à être la grande patronne de l'IML Quai de la Râpée? Mon parcours est un parcours tout à fait normal. J'ai été médecin avant tout. Je voulais faire médecin. Donc j'ai été médecin. Je voulais même faire dermatologue. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la médecine légale. On était 2 copines, on s'entendait bien. Et puis, comme je le dis dans mon livre, j'aime bien la vie. Et donc, bon, on s'entendait bien et je la suivais. On faisait toutes les 2 notre dermatologie. Et puis... comme la dermatologie, je ne sais pas si vous le savez, mais ça c'est peut-être un peu trop technique. Si vous voulez, on vous fait des petits prélèvements de peau, etc., pour voir exactement des biopsies, pour voir exactement ce que c'était. Et puis on attendait les résultats. Et puis d'attendre m'ennuyait un petit peu, donc j'ai voulu voir un petit peu ce que ça devenait. Et en descendant dans le laboratoire d'Anapat, c'est là que j'ai pu effectivement me rendre compte qu'il y avait un intérêt caché derrière des examens au microscope. Et j'ai trouvé ça m'a beaucoup intéressée. Donc je suis descendue, puis j'ai fini par en faire mon métier d'anatomopathologiste après avoir fait la médecine. Et puis, en étant anatomopathologiste, mais ça, il faudrait que vous lisiez mon parcours, ça se raconte pas comme ça, mais bon, c'est vrai qu'après, je me suis orientée vers la médecine légale, il y a un peu le hasard aussi des choses, et puis voilà, puis je trouve que c'est complémentaire. Et d'ailleurs... je le dis souvent, les anglo-saxons sont des médecins, tous les médecins légistes sont anatomopathologistes. Qui a décidé qu'un jour, il y aurait des autopsies? Ou ça date de très longtemps, les autopsies. Les autopsies sont faites essentiellement pour rechercher les causes du décès. Bon, c'est vrai que c'est quand quelqu'un décède, souvent les familles veulent qu'il soit immédiatement inhumé, voire incinéré, mais ils ont toujours quelque temps après un petit moment de questionnement, c'est-à-dire ils veulent savoir de pourquoi il est mort, comment il est mort, si vous voulez, etc. Et donc ce questionnement a parfois tendance à nuire au deuil. Le deuil se fait donc plus lentement, plus difficilement quand on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est l'intérêt public d'abord du magistrat de savoir comment sont décédés les gens qui vivent dans notre société. Donc il y a 2 finalités. Il y a la mort qui est suspecte, qui a besoin d'être comprise et connue du magistrat. Et puis il y a le sujet qui décède et dont on ne connaît pas la cause. Vous vous souvenez de la première autopsie à laquelle vous avez assisté? La première autopsie, j'y ai assisté, mais je l'ai pratiquement faite. Quel âge aviez-vous? J'étais étudiante, donc je devais avoir, je sais pas, 19 ans, 20 ans. Oui, 19 ans, 20 ans. Et là, il y avait un grand ponte, un chef de service. C'était mon patron, et les patrons, ce qu'on appelait les mandarins, étaient toujours impressionnants. Maintenant, bon, c'est fini tout ça, mais c'est vrai qu'un mandarin, c'était quelqu'un qu'on respectait, qu'on écoutait, on discutait pas, si vous voulez. Mais maintenant, tout ça, c'est périmé. J'ose même pas en parler parce que j'ai l'impression que je fais... Un peu préhistorique. Voilà, pas préhistorique, mais que je parle comme si j'étais très, très, très âgée, quoi. Comment vous êtes arrivée à devenir la patronne de l'Institut médico-légal de Paris? Oh, ce sont des événements. Ce sont des événements. Il y avait... Ce sont des événements. On me l'a proposé, je l'ai accepté. Il y a des gens qui l'ont pas voulu. Moi, je l'ai accepté. Et puis voilà, c'était pas un endroit au début qui était extraordinaire. C'était un endroit qui était, si vous voulez, peu accueillant. Oui, on a des images de films d'il y a quelques années où le préposé à l'autopsie a un mégot collé au bec, un peu sale. Oui, mais bon, tout ça c'est le passé. Je crois qu'il faut savoir tourner la page. Et puis, je pense que maintenant, si vous voulez, moi je trouve je pouvais rendre un service à ce niveau-là, donc je l'ai accepté dans ce but-là. Et le plus grand service pour moi, c'était surtout de rendre le respect aux morts, si vous voulez. Je voulais que
corps soit respecté. D'ailleurs, vous poussez de temps à autre quelques coups de gueule, hein, Oui. Madame Lecomte. Ça m'arrive. Par exemple, une jeune femme qui arrive dans la nuit et qui est sur une civière qui n'est pas recouverte d'une housse blanche. Ou d'un drap blanc. Un drap blanc. Ils arrivent avec une housse et doivent être recouverts d'un drap blanc. Je ne veux pas voir, et si vous voulez, mais ça c'est un peu viscéral, je ne veux pas voir quelqu'un de nu sur une civière. Je pense qu'on a le respect du corps humain, que ce soit homme ou femme, donc pour moi, ils doivent être recouverts d'un drap blanc. Donc tous les corps de l'institut sont recouverts d'un drap blanc. Mais avant que vous n'arriviez, ça ne se passait pas tout à fait comme ça. Non, mais c'est le passé, hein. On n'en parle plus. Oui, mais Madame Lecomte, vous êtes depuis 20 ans? Ça fait 15 ans que 15 je ans. suis le responsable, oui, exactement. Vous avez marqué de votre empreinte personnelle, on va dire. Et puis une femme qui exerce ce métier, ça n'est pas bien vu par les hommes? Au début, j'étais pas très bien accueillie, mais ça s'est arrangé au fil du temps, parce que ce sont que des hommes qui travaillent avec nous, mais on a des hôtesses femmes. Alors autrefois, c'était des hommes aussi. Donc maintenant, ce sont des femmes et qui accueillent. Et puis, c'est vrai que les corps sont accueillis et sont redonnés aux familles par un personnel masculin. Parce qu'il faut être fort quand même pour manipuler un corps. C'est lourd un corps. Vous racontez une anecdote, mais ce livre n'est pas un roman. C'est le récit de plusieurs années au service des morts, des personnes décédées, dans des conditions souvent violentes. On va y revenir, on a suffisamment de temps pour en parler. Dans votre livre, vous parlez d'une personne que vous autopsiez qui pèse plus de 110 kilos et vous en sortez complètement... J'ai battu le record la dernière fois, je crois que c'était 180. Vous voyez, dernièrement encore. Il y a un mois, j'ai effectivement autopsié une femme... Non, c'était un homme de 180 kilos. Donc c'est énorme, hein. Mais c'est vrai que c'est un travail qui ne doit pas être un travail de force, qui est un travail d'examen interne. Mais c'est vrai que c'est pénible quand même, c'est fatigant d'examiner un corps quand il est particulièrement imposant. Est-ce que vous avez pu, au fur et à mesure des années de pratique, laisser... les émotions, ne pas envahir votre travail de professionnel? Ah oui, si vous voulez, moi je suis assez cloisonnée. C'est-à-dire qu'il y a le travail technique dans lequel l'émotion ne doit pas entrer en compte. Ça c'est fondamental, autrement on ne peut pas travailler correctement avec suffisamment de lucidité. Il y a le côté accueil des familles, où là c'est vrai, je rencontre souvent toujours même des gens dans une détresse et d'un désarroi, je vous le disais, très important, du fait que c'est toujours inattendu. C'est pas comme une mort hospitalière. Une mort hospitalière, elle est attendue, si vous voulez, la mort. Quand elle est annoncée, elle est attendue, elle est annoncée. Et on peut s'y préparer, bien que quand il décède, on n'est jamais prêt complètement. Mais à l'Institut, c'est différent. Ce sont des gens qui arrivent et qui partent le matin en pleine forme et qui vont se faire renverser par une voiture, qui vont avoir... Si vous voulez, c'est vraiment la brutalité de l'événement qui va foudroyer les familles. Et c'est vrai que quand je parle avec elles, ou quand elles me parlent surtout j'écoute en fait. Je dis un petit mot, mais j'écoute. Et je me rends compte que parfois, je peux avoir une petite faiblesse, effectivement, c'est-à-dire avoir parfois une larme au coin de l'œil, ça me peine. Ça me peine de voir que les personnes s'y attendaient et puis du jour au lendemain, cette mort est là, quoi. Combien de personnes par an viennent dans l'Institut médico-légal de Paris? Environ 3002 à peu près. 3200 personnes. Oui. Mais pour arriver jusqu'à vous, si j'ose dire, quelles sont les circonstances qui vont faire que les corps de ces personnes arrivent? L'Institut médico-légal reçoit, en fait c'est la morgue de Paris, hein. Donc ils reçoivent des corps qui arrivent soit parce qu'ils sont décédés sur la voie publique, ce sont des gens qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu public, ou qu'ils décèdent dans des conditions qui sont suspectes. Mais alors suspect, c'est très large si vous voulez, parce que suspect ça peut être
le positionnement du corps, ça peut être l'aspect du corps qui apparaît suspect lors de sa découverte, mais ça peut être aussi suspect de fait de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des chaises cassées, il y a des choses renversées, il y a, si vous voulez, c'est suspect, la porte est ouverte, enfin, ça c'est suspect, donc on veut savoir pourquoi. Et puis vous avez les morts, les vraies morts criminelles, celles qui sont, avec une plaie par arme à feu, une plaie par coup de couteau, etc. Et puis vous avez aussi les gens qui viennent par mesure d'hygiène. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester dans les appartements où à Paris, les appartements sont un peu petits, si vous voulez, comme partout ailleurs d'ailleurs, mais ce sont pas les grandes maisons familiales où on gardait le corps à domicile, etc. On peut le garder dans certains appartements, mais il y a d'autres, les familles ne peuvent pas les garder, donc ils viennent par mesure d'hygiène. Ils vont sur un funérarium ou par mesure d'hygiène, quand ils sont très très abîmés, ils viennent sur l'institut. Mais qui demande l'autopsie ? Le magistrat. C'est le magistrat qui a tout pouvoir. C'est lui qui le demande dans l'intérêt... Par le biais d'un médecin, par le biais d'une famille ? Non, enfin, ça peut être les deux. Le magistrat demande parce qu'il veut connaître la cause, parce que la procédure, c'est-à-dire les renseignements qui lui sont fournis par le commissariat du lieu de décès de la personne, leur pose problème. Donc ils veulent savoir exactement pourquoi la personne est décédée. Donc le magistrat demande l'autopsie ou ne la demande pas, ou demandera simplement un examen externe et pas forcément un examen interne. Mais sur les 3200 personnes par an dans Paris intramuros ou région parisienne ? Paris, la région parisienne. Vous pratiquez combien d'autopsies par an ? 2200, 2000, ça dépend, c'est variable. On ne peut pas prévoir la mort, donc on ne peut pas prévoir le nombre d'autopsies. Alors je parle d'autopsie, mais une question toute simple. Qu'est-ce que c'est qu'une autopsie ? Ça consiste en quoi ? L'autopsie, c'est un acte médical, et ça c'est très important. C'est un acte médical, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut une technique qui a des normes européennes. Donc on examine, on ouvre la cage thoracique et on examine le cœur, les poumons, le foie, la rate, l'intestin, les reins. On examine en l'état comment sont ces organes, s'ils sont intacts ou s'ils présentent une pathologie. Mais c'est de l'autopsie se fait aussi en milieu hospitalier, c'est une autopsie scientifique. Et puis vous avez l'autopsie judiciaire qui est celle demandée par le magistrat. Quelle différence ? Il y en a une où la famille hospitalière peut très bien ne pas souhaiter que l'autopsie soit faite. Et puis l'autopsie demandée par le magistrat, c'est le magistrat qui a tout pouvoir. La famille ne peut pas s'y opposer. Alors quand il y a, pour essayer de condenser, quand il y a une cause suspecte sur une mort, oui. On a recours à l'institut médico-légal sur l'instruction, à la demande du magistrat. Nous sommes 10 médecins légistes à travailler à l'institut médico-légal. C'est une procédure judiciaire en quelque sorte qui s'ouvre. Oui, on reçoit une réquisition à personne, c'est-à-dire pour le médecin légiste de garde ou le médecin légiste d'astreinte, puisqu'il y a 2 médecins légistes par jour qui travaillent en permanence, chaque jour. Et donc on examine les corps quand ils posent problème au magistrat. Mais vous êtes une sorte d'explorateur de la mort, ou d'exploratrice ? Si on veut. Vous pouvez remonter toute l'histoire de la personne ? Non, mais souvent on arrive à remonter, oui c'est vrai, beaucoup de choses. La personne, le corps humain, quand il est bien examiné, peut vraiment garder pas mal de stigmates de son passé. Tout au long de ce livre écrit avec beaucoup de douceur, de tendresse, avec beaucoup de justesse aussi, vous racontez quel est le métier que vous pratiquez depuis un peu plus de 15 ans. Plus que ça, oui. Plus que ça. En fait, en étant anatomopathologiste à l'hôpital, j'en ai effectué énormément, mais qui étaient des autopsies hospitalières. Je vous dis 15 000, je dis, mais c'est vrai. 15 000 autopsies. Oui, à peu près, oui. Et jamais vous n'avez pensé non, c'est pas une bonne question. Une autre question qui sera sûrement plus enrichissante pour ceux qui vous écoutent.
quand vous pratiquez donc une autopsie, je vais dire que le magistrat, vous l'avez un petit peu entre vos mains, comme vous avez eu le cadavre de la personne. C'est vous qui allez donner les indications au magistrat si la mort est suspecte ou si c'est une mort naturelle. Mais je vous dis, on est des techniciens essentiellement donc au service de la justice, et donc nous donnons notre constat de ce que nous avons observé sur le corps. Et le magistrat prendra une décision, et c'est lui qui prendra toute décision en fait. C'est-à-dire soit de faire en sorte qu'une information soit ouverte en prenant un juge d'instruction et qu'une enquête soit plus approfondie, ou au contraire il fermera l'affaire en disant bon bien on a le résultat, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne et pourquoi le sujet est décédé. Alors il y a des différents âges de personnes, des enfants, les enfants qui arrivent qu'on vous ramène, qui ont été enfermés dans des sacs poubelles par exemple. Je sais c'est atroce mais c'est la réalité, il faut en parler. Oui, mais je crois que de toute façon il faut bien avoir conscience de quelque chose, et là vous venez de toucher un point très important. Vous avez dit il y a des enfants et il y a tout le monde. À partir du moment où vous naissez, vous allez mourir. Donc ça peut se passer à n'importe quel moment de ce parcours qu'est la vie. Donc ça peut être à la naissance, ça peut être à quelques jours après la naissance, à quelques mois, des années après, voire beaucoup plus tard. La mort va malheureusement souvent surprendre tout le monde parce que on n'y pense pas, alors que à partir du moment où on est né, on va mourir. Oui, c'est une chose qui nous est commune au moins à tous. Voilà. Mais je parle des enfants. Il vous est arrivé d'autopsier des corps d'enfants alors que le juge ou le magistrat pouvait penser qu'il y avait quelque chose de suspect, et c'était tout simplement des traumatismes. Je pense à cet enfant de 2 ans et demi qui souffrait d'une grosse insuffisance rénale. Oui, mais je crois que la mort d'un enfant est déjà suspecte en elle-même. L'âge fait que ça devient suspect. Mourir à 9, 10 ans, c'est pas la norme attendue, si vous voulez. Donc c'est déjà suspect. Donc, à partir du moment où c'est suspect, il faut essayer de comprendre pourquoi cet enfant est décédé. Et c'est vrai que parfois nous avons des découvertes qui sont des découvertes purement de maladies acquises, voire de maladies qu'on découvre, voire d'événements traumatiques. Voilà, si vous voulez. Donc toute recherche est importante quand ce sont des décès de quiconque en fait, mais d'un enfant surtout. Est-ce que l'autopsie est quelque chose qui est demandé systématiquement par l'autorité judiciaire ? Non. L'autorité judiciaire attend la procédure, attend les procédures, c'est-à-dire l'enquête policière. Elle le décide en fonction de critères qui sont des critères de bon sens, hein, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît suspect, qui n'est pas logique, si vous voulez. Donc à ce moment-là, l'autorité va demander effectivement l'examen autopsique. Combien ça demande de temps, une autopsie ? Alors c'est très variable, parce que moi je vais vous dire une chose, avec un peu de dextérité, dirons-nous, et puis du professionnalisme. En 1 heure, 1 heure et demie, on a fini une autopsie. C'est vrai que vous avez votre matériel à vous, que vous traînez, vous emmenez toujours avec vous. Ah oui. Vous ne supportez pas d'utiliser... Et que quelqu'un y touche non plus, oui. Parce que j'aime bien mes outils, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4. Vous voyez, donc c'est très réduit, hein. C'est une paire de ciseaux, si vous voulez savoir, c'est un scalpel avec une lame chaque fois neuve, un couteau que j'aiguise d'ailleurs personnellement, et je veux pas que non plus quelqu'un me l'aiguise, et puis une pince, c'est tout. Voilà. J'ai 4 outils, et ces outils j'y tiens énormément parce que j'estime qu'ils sont faits à ma main et que si quelqu'un les utilise, il risquerait effectivement de rompre le fil de ma lame, et ça me gênerait beaucoup. Pendant qu'une personne est à l'Institut médico-légal de Paris, elle reste combien de temps en moyenne ? C'est variable, monsieur, c'est très variable. Il y a des corps qui arrivent et qui repartent tout de suite, après l'examen. Il y a des corps quand il y a des familles qui veulent absolument les inhumer très rapidement, c'est ce que je comprends. Donc on fera tout pour que ça aille très vite. Il y a des familles qui mettent du temps à se réunir elles-mêmes
parce que les familles sont souvent à des endroits différents, et donc le temps de rassembler l'ensemble de la famille, de rassembler les finances aussi pour faire les obsèques, mais ça demande parfois un peu de temps. Puis il y a des gens qui mettront beaucoup plus de temps à partir parce qu'ils ne sont pas identifiés quand ils arrivent, et donc il va falloir rechercher, faire tout un travail de recherche qui est très important. Et qui paye l'examen? C'est la justice, monsieur. C'est la justice. Oui. La justice et payera le séjour sont des taxes qui sont imposées par la ville. C'est une taxe, c'est pas une taxe c'est une taxe d'arrivée, c'est tout. Il n'y a pas de taxe de séjour comme une hôtellerie. Comme dans un hôtel. Non, il y a une taxe d'arrivée. Ce sont des taxes qui sont tout à fait qui sont données par la ville de Paris. D'autres questions comme ça qui me viennent en ayant lu votre livre Quai des ombres paru chez Fayard. Que deviennent les habits des personnes qui ont été autopsiées, par exemple? Alors, les habits il y a deux choses. Alors les habits, soit ils sont, de toute façon, ils sont toujours gardés. Ils sont gardés en l'état et ils sont répertoriés. Nous avons d'énormes classeurs qui répertorient les habits. Les habits seront mis en fonction de leur état en hygiène, ou seront mis à conserver ou à donner à la police judiciaire, parce que ça peut être une affaire criminelle ou une affaire suspecte. Les habits seront gardés. S'ils sont en très mauvais état, alors une fois que le défunt est inhumé, parfois on le demande à la famille d'emblée. Qu'est-ce que vous voulez faire des habits? Est-ce que vous voulez ou pas les garder? Mais sinon, au bout de 2 mois, 3 mois après le départ, on fait un bilan, si vous voulez, des habits qui sont toujours à l'Institut, que l'on garde, et on regarde dans l'état de comment ils sont, s'ils ont été mis en hygiène et qu'ils sont sales ou abîmés parce que le sujet est tombé d'un dernier étage et que les vêtements sont très ensanglantés. À ce moment-là, on les détruira. Ils sont incinérés. Soit les habits sont corrects parce que c'est quelqu'un qui a fait une mort cardiaque sur le trottoir et les habits sont intacts. À ce moment-là, on regarde comment le sujet est habillé, et s'il y a des habits, par exemple des souliers, une ceinture de cuir qui peuvent être des choses, on les propose aux familles. On leur écrit une lettre pour leur proposer si éventuellement ils veulent le récupérer. Quand il n'y a plus personne? Bon, ils sont incinérés, ils sont détruits parce qu'ils sont... Vous savez, les vêtements d'un sujet qui est décédé, soit c'est une mort, ce que je vous le disais, on n'est pas en milieu hospitalier ici. On est dans un milieu il y a toujours beaucoup de brutalité, si vous voulez, dans l'événement. Donc souvent des habits qui sont très souvent souillés. Donc on peut les proposer aux familles, mais on va éventuellement, ou on le leur donne en l'état, ou on les lave. On a de grosses laveries qui peuvent rendre les... Mais parfois, vous savez, moi j'ai vu des familles qui ont rendu les vêtements. Et puis comme il y a un petit jardin au bout en sortant de l'Institut, parfois on retrouve le sac de vêtements lavés que nous avons lavé au bout du jardin, parce que la famille, en étant repartie avec le sac, au dernier moment, ne veut pas le retransporter avec eux. Quand il y a des objets de valeur? Les objets de valeur, c'est systématiquement contrôlé à l'arrivée par la personne qui amène le corps et la personne qui reçoit le corps. Et ces objets de valeur sont rendus à l'officier de police judiciaire qui accompagne le corps. Donc l'officier de police judiciaire repart avec les bijoux, toutes les valeurs. Et s'il y a pas d'officier de police judiciaire, à ce moment-là, nous les mettons sous scellé et nous les renvoyons au greffe du palais de justice. Palais de justice. Voilà. Vous travaillez donc beaucoup avec des officiers de police judiciaire. Ce sont nos collaborateurs. Avec souvent des photos qui sont prises, oui. Mais et c'est toujours une question qui sera peut-être un peu récurrente. Comment voient-ils, quand ils vous rencontrent, ils se disent « Mais vous êtes la directrice, vous êtes une femme ». Au début, maintenant, ils finissent par me connaître. Maintenant. Mais c'est vrai que il m'est arrivé 2 épisodes. C'est vrai que il y en a un, et c'était des officiers de police judiciaire
que j'avais pas rencontré et qui était jamais venu pour la première fois. Et c'est vrai qu'il s'adressait à l'aide technique et pas à moi, pensant que c'était l'aide technique qui était médecin légiste et que moi j'étais je sais pas quoi dans la salle, si vous voulez, d'autopsie. Mais bon, ça arrive souvent. Hein. Ou parfois, comme j'ai qu'un prénom, c'est vrai que parfois je reçois des missions au nom de Monsieur Dominique Lecomte. Voilà, ou quand je vais aux assises. Souvent, aux assises, c'est Monsieur Dominique Lecomte. Il me semble même qu'il y a eu un Lecomte que vous aviez... Ah oui, non, mais ça arrive souvent, qu'on ait des homonymes qui décèdent à l'Institut. Alors ça, oui, ça c'est... faut lire le livre, quoi. Et il y a un grand chirurgien que vous avez autopsié, que vous avez assisté à son exhumation quand il a été, comment dirais-je, remis aux Invalides. Oui, c'est Larrey. Dominique Larrey, d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai effectué l'exhumation et puis je l'ai accompagné, et puis on l'a examiné à l'Institut médico-légal, et il a été ramené aux Invalides, là où il voulait en fait être inhumé. Larrey était un grand chirurgien. Ah bah oui, de Napoléon, hein, qui a fait beaucoup de chirurgie et d'amputation de guerre dans des moments particulièrement difficiles. Parce qu'il y avait une souffrance à l'époque énorme, on n'avait pas les antalgiques qu'on a maintenant. Donc c'est quelqu'un que vraiment j'admire beaucoup en plus, donc ça m'a touchée de faire cet examen. Et là, rien d'inhabituel, rien de... Non, mais ça c'est... Non, il n'y avait rien d'inhabituel. Il était mort de sa mort. Oui, tout à fait, mais d'ailleurs tout le monde connaissait la mort de Larrey, qui était mort d'une lésion pulmonaire. C'était écrit dans tous les livres et partout. Est-ce qu'il vous arrive de pratiquer des autopsies en dehors de l'Institut médico-légal? Ah non, ça je refuse de faire de l'autopsie, ce qu'on pourrait appeler privée. Non, ça, non, sûrement pas. Enfin, moi, je refuse de faire ce genre de choses parce qu'en fait, non, moi, je travaille pour la justice uniquement et je fais que du pénal. Vous êtes une auxiliaire de justice. Tout à fait. Mais si on vous demande... Occasionnel, comme on dit. Oui, et si on vous demande, par exemple, de vous rendre dans un endroit, dans un cimetière, lorsqu'il y a l'exhumation d'une personne, vous pouvez à ce moment-là... On peut le faire, mais les anciens médecins légistes le faisaient, mais on est plus à l'aise à l'Institut, si vous voulez. Je pense qu'une fois que le sujet est décédé, il faut avoir du temps, du calme, il faut examiner. Alors examiner, on peut jamais examiner dans l'urgence, la rapidité, le stress. Donc il faut être dans son endroit de travail, il faut être à l'aise, il faut avoir un bon éclairage. Donc je préfère qu'on l'amène à l'Institut. Mais bon, je raconte effectivement un épisode dans le livre, mais bon, vous le lirez, vous verrez. Vous verrez que parfois on peut effectivement être amené à travailler ailleurs qu'à l'Institut, mais voilà. En écrivant ce livre, Dominique Lecomte, vous parlez de votre action, de votre travail, de votre service, de 20 ans de service auprès des personnes mortes, auprès des personnes décédées. Vous arrivez à lâcher prise de temps à autre? Ah oui, heureusement pour moi, j'ai de grandes soupapes de sécurité qui sont effectivement des oasis, qui sont des oasis personnelles, voilà. Comment se passe une journée? On va prendre une journée type de Dominique Lecomte, du professeur Dominique Lecomte. Vous vous levez très tôt le matin? Ah oui, toujours. Je suis à 6 heures debout et 7h30 c'est aux plus grandes limites je pars, mais généralement un petit peu avant. Ça dépend les journées, ça dépend de l'importance de la journée. Que déjà on peut commencer à programmer la veille. Voilà, mais c'est épuisant. Alors une journée ordinaire, on va dire, une journée de tous les jours. Vous vous réveillez très tôt. Vous êtes très tôt à l'Institut médico-légal? Très tôt. Tout le monde démarre très tôt. Mes collègues et moi, on démarre très très tôt. On démarre à 7h30 du matin. Pourquoi? 8h moins 20. Parce que c'est d'abord le matin, ça va mieux, on est mieux quand même qu'en fin d'après-midi. Et puis il y a un personnel qui a des horaires à respecter. Et puis il y a des familles à qui on doit présenter les corps. Donc il faut que tout soit fait, quoi. C'est une habitude de l'Institut, on démarre très très tôt. Je vous demandais combien d'autopsies en 20 ans, 15 000.
parent de... Plus de 20 ans, pour 15 plus de 20 ans. Parce que j'en fais depuis que je suis étudiante en médecine, je vous ai dit, j'avais commencé. Mais à Napata, depuis que je suis anatomopathologiste à l'hôpital, et donc à un certain moment, je ne sais même plus la date où j'ai été nommée. Ça fait très très longtemps que je fais des examens. Et puis à l'époque, si vous voulez, en milieu hospitalier, j'en faisais beaucoup, parce que j'étais dans un centre... qui était l'hôpital Saint-Antoine, où il y avait le grand patron de l'anatomopathologie. Donc on en faisait énormément d'examens autopsies scientifiques. Alors, une journée type, par exemple, ce matin, vous avez commencé, vous vous êtes levé très tôt. Très tôt. Très tôt. Je suis partie à la fraîche, il faisait très beau. Donc je suis partie. Vous êtes bien dans le Paris du matin? Moi j'adore. J'adore le Paris du matin parce que j'ai l'impression que, je le mets d'ailleurs dans le livre, je le raconte, j'ai l'impression que j'embrasse la ville à ce moment-là, qu'elle est à ma portée. Mais quelques heures après, c'est fini. Il y a un noyé de monde et je préfère être à contre-temps par rapport aux gens. Je préfère me lever tôt, je préfère être à contre-temps. Alors ce matin, nous sommes toujours lundi. Il y a plus de personnes qui arrivent le lundi par rapport au vendredi. Il y a plus de familles qui viennent voir leurs défunts. Parce qu'il y a eu le week-end et le dimanche, il n'y a pas de présentation. Donc il y a eu le week-end, il y a eu les accidents de la circulation, de motos, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées le week-end. Donc si vous voulez, le lundi est un temps important de présentation aux familles et puis d'examens médicaux à faire pour que les familles puissent avoir les autorisations le permis d'inhumer, ce qu'on appelle pour leur rendre le corps, donc, et pouvoir faire les obsèques. Vous avez pratiqué des autopsies aujourd'hui? Aujourd'hui non, j'ai assisté à une, mais j'ai pas pratiqué d'autopsie aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui je suis de garde à la fin du week-end, là. Le week-end qui arrive prochain, je suis de garde. Et j'étais de garde il n'y a pas très longtemps. Donc ce matin, j'ai fait uniquement de l'administratif et des familles. Voilà. Quand vous rentrez chez vous, après la fin de la journée, est-ce que vous vous replongez dans vos dossiers? Est-ce que vous êtes plus au calme pour travailler? Oui, c'est-à-dire que quand j'arrive chez moi, d'abord je me détends. C'est important. J'écoute Vivaldi, j'ai vu que vous l'aviez mis tout à l'heure. Ça m'a fait très plaisir parce que j'aime pas trop parler... à la radio ou n'importe où d'ailleurs, et d'avoir écouté Vivaldi, j'ai trouvé ça très entraînant. Alors je vous remercie de l'avoir passé en début d'émission. Tout simplement parce que j'ai quand même lu votre livre, Madame Lecomte. Oui, mais si vous ne venez pas dans les médias parler de votre travail, de travail de médecin légiste, comment nous allons recevoir l'information? On ne sait pas, souvent c'est un endroit où les particuliers ne peuvent pas visiter. On ne va pas à l'Institut médico-légal comme on va au musée du Louvre. Non, pas du tout. Oui, il y a le respect des gens qui nous sont confiés, donc non, on ne visite pas l'Institut médico-légal, c'est sûr. Et en écrivant ce livre, vous savez très bien que les médias vont vous poser de plus en plus de questions. Si on est parmi les premiers, tant mieux. Je pense que toutes les réponses sont dans le livre. Oui, c'est vrai. Toutes les réponses sont dans le livre, parce que j'ai vraiment parlé avec ce que je ressentais. Et d'ailleurs, je vous en avais pas fait allusion, et pourtant c'est quelque chose d'important. C'est qu'en fait, toutes ces réflexions me sont venues, je pense, après mon passage au Kosovo. Où là, vous allez y venir, Madame Lecomte. Nous avons le temps pour parler. Il n'y a pas de publicité sur cette radio. Ce que je veux dire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Kosovo et Rwanda, vous avez été dans ces deux endroits africains. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais vraiment, là, maintenant, c'est un peu dur. Donc, je me suis posé un peu des questions, même moi-même, et à ce moment-là. Quand vous arrivez en Afrique, c'était au Rwanda. Oui, au Rwanda. Vous vous retrouvez devant des milliers de crânes, des centaines de crânes dans des endroits très... De crânes et d'ossements. Et d'ossements, complets, oui. Hein, mais surtout les crânes, parce qu'ils étaient dissociés. Ils avaient mis les crânes à part et le reste du squelette à part. Quelle est la mission qui vous a été confiée pour aller dans ces deux pays? On devait c'était en fait une contre-expertise qui avait été demandée, parce qu'il y avait déjà eu une expertise au moment des faits. Et là, c'était pas une contre-expertise, c'était un complément d'expertise, je préférais plutôt ce terme-là, concernant les décès, pour savoir de quoi ils étaient morts, etc. Parce que je pense que mes collègues, lorsqu'ils ont été au moment des faits, étaient dépassés par le nombre. Donc il y avait énormément de choses. Donc là, on a fait un examen, si vous voulez, avec
où on a examiné chacun des crânes, enfin pas tous les ossements, mais essentiellement tous les crânes, pour voir de quoi ces gens-là étaient morts. Et ça a été effectivement un moment très rude, parce que d'abord il faisait très chaud, et puis ensuite, et vous n'étiez pas forcément bienvenu aussi. Ah non, vous n'étiez pas forcément là. Non, nous attendait pas trop, parce que c'est pas la mentalité des Africains. De l'Africain qui pense que c'est à lui. C'est la loi du talion chez eux. En fait, on dit il faut rendre à l'agresseur sa punition, si vous voulez. Donc, c'était pas ça. Puis c'était le tribunal pénal international qui, pour eux, tarde. Ça rallongeait le moment de la peine. Donc, c'était, en fait, on n'était pas très attendus, non, c'est vrai. Et là, en manipulant ces 600 ou 700 crânes, si je me souviens bien, 700, vous avez complètement remonté l'histoire de chacun. Tout à fait. On a fait un bilan absolument exhaustif et particulièrement intéressant. Moi, j'ai trouvé ce travail très passionnant techniquement, si vous voulez. Techniquement, c'était vraiment un travail passionnant. Parce qu'en fait, on a ressorti des lésions, voilà. Tout se savait, si vous voulez, mais c'est sûr, mais disons qu'on a pu le concrétiser, on a pu retracer cette mémoire, en fait, la mémoire des faits. Je vais vous proposer une respiration musicale et nous continuerons à parler de ce livre que vous venez d'écrire, paru aux éditions Fayard, Quai des Ombres, Dominique Lecomte, 20 ans au service des morts. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, ici et maintenant.com pour les internautes qui peuvent voir le visage de Dominique Lecomte. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'Afrique. L'Afrique était un pays qui m'a troublée, en fait. M'a profondément troublée parce que les gens sont simples, ont des valeurs. Et si vous voulez, ce massacre et l'importance du massacre m'a profondément touchée. Ce sont des gens qui respirent, si vous voulez, l'Africain respire le bien-être, respire, si vous voulez, la pureté un peu, en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est la terre, voilà. Et donc ça m'a profondément touchée de voir tous ces ossements, tous ces restes humains, parce qu'il n'y avait pas que des ossements, enfin il y avait des ossements, mais il y avait des restes humains, il y avait des corps qui étaient habillés encore. Donc si vous voulez, c'était ces vêtements perforés par les balles, tout ça m'a profondément touchée. Vous savez pourquoi les crânes étaient tous tournés dans la même direction? Je sais pas, en fait, mais ils étaient tournés vers le ciel, vers le ciel, vers la lumière. Vers la lumière. Du jour. Et ils étaient tournés vers... oui, c'était vers la lumière, je ne sais pas. Mais dans l'immense hangar qu'il y avait, qui était absolument immense, ils étaient tournés vers l'allée centrale, vous voyez. Et je dis dans mon livre, j'avais l'impression qu'ils me regardaient. C'est vrai, j'avais l'impression qu'ils me regardaient. Vous écrivez aussi, la question me hante, pourquoi ce massacre dans la maison de Dieu? Parce que c'était une église absolument immense, avec très simple, très sobre, vous voyez. Et c'est vrai, les gens s'étaient visiblement réfugiés là. Et pour moi, c'était réfugiés, ils étaient réfugiés avec le Seigneur, donc si vous voulez, avec Dieu. Donc si vous voulez, ça m'a... et le massacre s'est passé là parce que les murs et les portes étaient alors percés comme des passoires, si vous voulez, par les trajectoires des balles. Et il y avait du sang encore. Je crois qu'il faut que vous lisiez pour. Mais je l'ai lu, madame. Je l'ai lu, vous savez bien. Je peux pas raconter tout parce que ça me voilà. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est ce nombre de victimes, l'état des victimes et puis voilà, il y avait des puits, il y avait des galeries aussi où les gens s'étaient réfugiés, n'ont pas pu sortir des galeries, voilà. Donc ça a été sûrement des moments. D'ailleurs, de toute façon, ce que je dis, je crois qu'on le voit encore à l'époque actuelle. Malheureusement, je pense que ce que j'ai écrit va être sans cesse renouvelé. Les guerres sont là, et les affrontements sont là, les civils sont touchés. Si vous voulez, c'est. Voilà. Vous avez gardé beaucoup d'émotions de cette période. Vous avez compris que l'horreur était humaine? Je crois que la démence humaine est importante. Je crois qu'au moment où ils sont
dans les moments de guerre, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a une perte de tout, une perte des valeurs, une perte de tout. Les gens sont les agresseurs perdent tout repère. Donc ils laissent, si vous voulez, on tue pour tuer. Je pense même plus si la raison y est. Je crois pas d'ailleurs qu'elle y soit. Tout au long de ce livre, vous parlez de la mort, mais vous parlez aussi beaucoup de la vie. Ça peut sembler paradoxal, mais vous en parlez aussi avec des mots très, très forts. Je pense que la vie, à partir du moment où on va vivre. Donc on vit, et si vous voulez, c'est vrai que la vie, j'aurais presque envie de dire, la vie, il faut vraiment la vivre. Voyez, et non pas superficiellement, il faut la vivre profondément, intensément, parce que les moments passent, et tout moment qui passe, on pourra pas revenir en arrière. Donc si vous voulez, je pense que c'est important. Moi je vois tellement, il y a une chose qui me frappe énormément, vous voyez, c'est par exemple des gens qui viennent voir leurs défunts et qui disent on l'avait pas vu depuis un mois, on l'avait pas vu depuis tant de temps. Et ils ont cette espèce de remords épouvantable, c'est de ne pas l'avoir vu et de ne pas avoir été, si vous voulez, plus présent, et je l'ai pas, vous voyez, ça, ce remords, je pense que c'est tellement épouvantable quand quelqu'un décède, que je pense qu'il faut effectivement vivre les moments intenses de joie qu'on peut avoir les uns à partager les uns et les autres. Oui, c'est ce que nous disons souvent. Nous aimer tant qu'on est vivant, c'est pas quand on est mort qu'il faut dire. Voilà. Il y a beaucoup d'autopsies qui sont pratiquées sur des personnes qui décèdent seules dans leur appartement, dans une grande mégapole comme Paris. Oh oui, à Paris, les gens sont très seuls. Ça, alors là, c'est une chose qui me frappe énormément. Les gens sont... Si les familles sont éclatées, sont, si vous voulez, très occupées, sûrement, il n'y a pas le lien familial, c'est trop distendu, si vous voulez, je trouve. Et ça nous me ne frappe. retrouvons pas en Afrique, hein, le cercle familial, le noyau familial existe, et puis dans d'autres pays. Oui, dans d'autres pays. Ici, en France, c'est pas vraiment. Mais les familles se disloquent, si vous voulez. Pour moi, elles se désagrègent, elles se disloquent. Alors, il y a des familles qui sont très unies quand même. Et au moment du décès, moi, j'en avais encore une vue là, ce matin, et la famille me disait, mais on est tous très unis, on est tous ensemble. Je dis, vous voyez, cela, ça me fait plaisir, parce que c'est important, ça va être votre force en fait. Ça va être votre force de vous retrouver ensemble et pour ce moment difficile. C'est très important, je trouve. Qu'en est-il des personnes qui ont fait don de leur corps à la science? Vous pouvez le savoir par quel biais, par quel moyen? C'est fréquent. Il y a des gens qui veulent donner leur corps à la science. Ça n'a rien à voir avec les prélèvements d'organes. C'est totalement différent. Et à ce moment-là, ils écrivent une lettre qui va servir de testament en quelque sorte. Et cette lettre va être donnée à la faculté des Saints-Pères, la faculté de médecine. Et là, on leur donnera une carte de donateur qu'ils auront sur eux. Et cette carte de donateur permettra, le jour où ils décèdent, si la faculté consent toujours à les prendre, parce qu'ils peuvent elle peut avoir des problèmes, la faculté, parce que elle a peut-être trop de corps, ou peut-être elle peut avoir des problèmes que le corps est en très mauvais état, ou qu'il a une maladie infectieuse ou autre. Donc, elle peut ne pas les prendre. Mais si elle les prend, les corps iront directement à la faculté. En lisant, je le répète, j'ai lu votre livre, on va y revenir dessus. Vous ne poserez pas toutes ces questions. Je sens qu'il y a, dans l'écriture de ce livre, il y a beaucoup d'émotions aussi contenues, comme les auditeurs peuvent le ressentir en vous écoutant là en direct. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce livre que vous avez écrit, vous m'avez dit tout à l'heure que vous préparez encore d'autres peut-être pas d'autres livres, mais vous prenez des notes régulièrement comme... Non, mais j'aime mettre un peu mes idées de temps en temps comme ça sur un papier, mais ça n'a aucune valeur. Ça a fini par faire un livre, mais enfin, c'est pas parce qu'on a fait un premier livre. D'abord, faudrait-il s'il intéresse les gens, effectivement, on peut peut-être aller au-delà, mais s'il n'intéresse pas les gens, je le ferai pour moi. Mais en quoi ne serait-il pas intéressant, Dominique Lecomte, puisqu'il raconte ce livre? Ce livre fait peur parce qu'il parle de la mort, il parle de la mort brutale et violente, il parle de
de ce qu'on n'a pas envie de parler, en fait, de ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Les gens n'ont pas envie de parler de la mort, ce qui est à mon avis, je vous l'ai dit, je pense qu'on devrait en parler un peu plus, on devrait... les gens pensent, vous voyez, par exemple, quand ils regardent des films à la télévision où il n'y a que de la violence et que de la mort, ils pensent qu'ils peuvent la maîtriser parce qu'ils en ont vu, etc. Mais ça n'a rien à voir. La mort, quand elle vous touche un proche, c'est-à-dire quelqu'un qui vous est proche, les gens sont... mais alors, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont vraiment très, très traumatisés. Mais en écrivant ce livre, j'insiste, vous racontez la mort aux vivants. Ben, oui, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu, quand j'ai écrit quand j'ai rassemblé ces notes, en fait, ce que je voulais faire, c'était surtout expliquer, d'abord pourquoi le travail de médecin légiste, parce que ça, c'est expliquer comment on devient médecin légiste. C'est une question qui m'était très, très souvent posée. Je fais beaucoup d'enseignements, en fait. Et à des étudiants en médecine, bien sûr, mais à l'Institut de criminologie, à Paris 2, à Paris 8. Et puis je fais aussi les officiers de police judiciaire, voilà, par exemple. Et puis les gendarmes, les officiers de gendarmerie. Donc si vous voulez, c'est où ils sont très nombreux, en fait. Et puis ce sont nos collaborateurs, en fait, après de terrain. Donc si vous voulez, et pendant le cours, les gens posent des questions techniques. Et puis à la fin, ils viennent me voir et me demandent toujours, mais enfin madame, comment vous faites ça? Ça va être horrible, c'est épouvantable et tout. Puis alors je me suis dit, tiens, comme je vous ai dit, j'ai commencé à me poser quelques questions. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais leur expliquer pourquoi j'ai fait ça. Une fois pour toutes, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ce métier et pourquoi je le fais encore avec un souci de rigueur et de professionnalisme aussi. Mais oui, mais je pense que tous les médecins légistes sont des professionnels quand même. Oui. Par rapport, si vous voulez, à ce que nous savions tous les uns et les autres, aussi bien ceux qui nous écoutent que moi personnellement, on n'avait qu'une vague idée du travail du médecin légiste. Quel est le côté ingrat dans ce travail? Ce qui est ingrat, c'est quand on trouve pas. C'est absolument épouvantable. Bon, pour moi, quand je trouve pas la cause du décès, je suis malheureuse. Je suis très malheureuse. Ça va me hanter. Et il faut que je trouve. Donc je cherche. J'en parle au magistrat et puis j'essaye de chercher puis je demande conseil. Enfin, j'essaye de m'entourer puis je vois avec mes collègues. Parfois, je demande à mes collègues de regarder aussi pour avoir un œil neuf, si vous voulez, de voir si j'ai bien tout vu. Enfin, si vous voulez, c'est important, je trouve, parce qu'en fait, on va retracer la mémoire des événements, donc c'est important de chercher. Voilà. Le rôle du médecin légiste, c'est de trouver. Oui. De chercher aussi, de trouver. C'est pour ça que tout à l'heure, je pensais un petit peu à votre activité un peu comme le Sherlock Holmes, mais dans des conditions un peu différentes. Vous devez avoir quand même à certains moments de sacrées responsabilités. Devant des assises, par exemple. C'est vrai, je l'explique d'ailleurs à la fin, quelle est son responsabilité de médecin légiste aux assises, elle est importante. Elle est très importante. Puisqu'en fait, on va faire état du constat qu'on a fait, de l'examen qu'on a fait. On va en faire état, et on va l'intégrer, ça va s'intégrer pour les jurés, ça va s'intégrer à ce qu'ils auront entendu des faits, des auditions, des témoins, etc. Ça va s'intégrer, donc c'est important ce constat. Si vous voulez, j'en ai peut-être pas parlé, j'en ai pas dans le livre, mais ce qu'on fait, en fait, on fait parler la victime. Et donc, on va l'accompagner, la victime, jusqu'au procès, si vous voulez. Voilà, le rôle du médecin légiste aux assises, c'est l'accompagnement de la victime jusqu'au moment où la peine sera donnée. Donc, si vous voulez, cet accompagnement, il est basé sur le constat de ce que nous avons observé. Et ce que vous venez de dire est fort. Vous faites parler la mort. On fait parler le mort. Le mort. Je préférerais. La mort, c'est l'ensemble, si vous voulez, tandis que le mort, c'est le défunt, le corps qui nous est confié, etc. Ça, oui, c'est le but du médecin légiste, c'est de le faire parler. De faire parler, de retrouver tout son passé, et puis il y a des examens complémentaires qui sont importants. Il n'y a pas que l'observation macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu ou microscopique. Il y a aussi les examens de toxicologie, les examens
Donc d'ANAPAT, je vous l'ai dit, il y a les examens de police scientifique, tout cela c'est très important. Ce sont des plus qui vont se rajouter, et puis il y a la synthèse, et la synthèse permettra d'approcher le plus près possible de la vérité des faits. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver devant un cas que vous n'avez pas pu résoudre? Une situation que vous n'avez pas... Ça vous est arrivé? La question m'est souvent posée. Bah oui, je Bien peux pas, sûr que ça m'est pas faire arrivé. autrement que de ne pas vous la poser. Ça m'est arrivé, mais il n'y a pas beaucoup de cas, heureusement. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, et ça, je vais vous le dire, ça me hante encore. Ça me hante encore. Alors, avec le temps, j'oublie, mais ça me hante. Et je suis en train de me dire, mais bon, il y a quelque chose quand même que j'ai pas... Voilà. Mais, vous savez, les gens, actuellement, surtout dans la mort violente, qu'elle soit de soi-même ou d'une autre personne, emploient des techniques de plus en plus sophistiquées. Et donc de plus en plus difficiles, si vous voulez. Donc c'est vraiment le travail, comme vous disiez tout à l'heure, de Sherlock Holmes, en fait, si vous voulez. Madame Lecomte, j'ai retrouvé, grâce à Internet est un moyen extraordinaire. En février 2001, vous avez fait partie d'un comité, on va dire, parce que vous vous êtes intéressé aux femmes victimes de violences conjugales. Tout à fait. Vous vous souvenez, c'était avec le professeur Henrion. Tout à fait, oui. Oui, c'est-à-dire que mon collègue travaillait beaucoup sur la femme vivante, ce qui est effectivement très grave, parce que le phénomène le plus grave, parce qu'en fait, si vous voulez, on peut essayer de faire quelque chose, et le but de son travail, c'est d'essayer pour la prévention, essayer de pouvoir le prévoir et aider cette personne, voir l'ensemble de la famille, parce qu'en fait, quand c'est la mère, il y a les enfants derrière, donc si vous voulez, il y a tout un ensemble. C'est pas. Et puis c'est vrai que j'ai voulu parler à Monsieur Henrion du phénomène qu'il fallait pas oublier, qui était aussi le problème des femmes décédées dans des violences conjugales. Ça, c'est très important, parce que c'est l'extrême, en quelque sorte. C'est le cas qui est vraiment passé inaperçu à tout le monde, et qui est arrivé à son extrême. Et malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui existe. Un peu plus dans les grandes villes je parle moi, je parle de ce que je connais. Je voudrais pas parler de la France entière, je la connais pas. Je connais Paris et la région parisienne. C'est vrai que la violence extrême est trop importante. Des décès de femmes c'est trop important, c'est toujours trop important, de toute façon. De toute façon, la mort causée par qui que ce soit n'est pas bienvenue. Je pense que non. Enfin, moi, personnellement, si vous voulez, je pense on pourrait souvent l'éviter. Souvent l'éviter par... il faudrait un peu plus... Mais c'est vrai, mais je vis peut-être dans un idéal, là. Je vis dans un idéal, donc je peux pas faire passer ce message, mais je pense que il y a souvent, si vous voulez, c'est l'agressivité, l'impulsivité qui fait que l'agresseur est débordé. Et il est envahi par ce phénomène, et donc il maîtrise plus son acte. Le passage à l'acte, là, devient vraiment trop important. Une pulsion, voilà. Une pulsion de mort. Il n'y a pas de donner la mort. Oui, il n'y a pas de... il n'y a plus le contrôle. Donc c'est vrai que on pourrait peut-être éviter ça, mais bon. Est-ce qu'il vous est arrivé, en pratiquant une autopsie, de remonter tout le drame qui est arrivé, et que des personnes se soient volontairement donné la mort? Vous parlez du suicide. Du suicide, oui. Bien sûr. C'est vrai que, si vous voulez, moi je dis toujours, et je dis souvent aux familles, bon, c'est quand quelqu'un s'est suicidé, c'est le chemin un peu malheureusement qu'il a choisi. Il faut respecter cela. Les familles disent toujours, mais on aurait pu faire quelque chose. C'est très rare qu'une famille... Les familles sont, si vous voulez, elles aident la personne qui est en détresse. Elles l'aident beaucoup. Moi, j'ai rencontré des familles qui ont beaucoup intérêt, se sont investies au maximum pour aider les personnes dans la détresse, mais elles peuvent pas en fait y arriver.
Et donc, il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur, mais même quelqu'un d'extérieur, psychiatre, psychologue, parfois il n'y arrive pas non plus. C'est un mal-être terrible, une souffrance terrible de la personne qui en arrive à s'éliminer. Lorsque vous pratiquez une autopsie, est-ce qu'il y a des gestes précis? Est-ce que ce sont des questions que tout le monde est en droit de se poser quand vous ouvrez un corps depuis la gorge jusqu'au pubis? Est-ce qu'il y a du sang? Dans le livre, je l'ai marqué, je l'ai bien dit que c'est un acte opératoire. C'est un acte opératoire. Dans un acte opératoire, il y a toujours forcément du sang, puisque nous en avons dans notre être, dans notre corps. Le sang est là. Mais à la mort, tout s'arrête. Donc le sang ne va pas gicler, ne va pas avoir l'impulsion qu'il a dans la circulation normale, mais c'est vrai qu'il y a du sang, mais il est tout à fait maîtrisable. On n'est pas envahi de sang. Moi, je fais une autopsie. D'abord, j'ai horreur d'avoir du sang. J'ai horreur d'avoir du sang sur la table d'autopsie et j'ai horreur de me tacher. Donc, et puis il n'y a pas de sang par terre ni rien. Pour moi, c'est un acte opératoire le plus net et le plus propre possible. Est-ce que vous formez d'autres médecins légistes? Heureusement, d'ailleurs, parce qu'un jour je vais être à la retraite, peut-être bientôt d'ailleurs, et donc je forme mes successeurs qui sont d'ailleurs en travail actuellement. Oui, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sont là, qui sont très bien, qui y croient énormément, et moi je crois en eux, alors c'est essentiel. Alors justement, c'est la question qui vient tout naturellement. Qu'est-ce qui va pousser un médecin à faire... C'est une spécialité. On peut considérer ça comme une spécialité de la médecine. C'est une spécialité de la médecine, mais qu'est-ce qui va les pousser à faire cela? Je crois qu'ils sont attirés quand même par la médecine légale, pour avoir fait un parcours parfois différent. D'ailleurs, ces médecins ne sont pas uniquement médecins légistes. Il y en a qui travaillent à SOS Médecins, il y en a qui travaillent dans des hôpitaux, qui sont responsables d'un service hospitalier aussi. Donc, si vous voulez, c'est pas uniquement des médecins légistes. Je vous ai dit que médecin légiste, c'est expert, et expert, c'est un collaborateur occasionnel. Occasionnel de la justice. De la justice. Donc, ouais. C'est pas un métier, l'expertise, ni voilà. Mais, donc, tous ont une activité différente. Moi, mon activité, c'est l'anatomopathologie. Donc, l'examen au microscope des lésions. Et puis, ma fonction administrative. Nous allons faire une nouvelle respiration musicale. Je vous ai choisi... Vivaldi. Non, c'est pas grave. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com. Vous avez peut-être des questions à poser au professeur Dominique Lecomte. Pour ce faire, un numéro de téléphone, 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20, 34 centimes d'euros la minute. « 08 92 23 95 20. Dominique Lecomte, nous sommes ensemble encore pendant quelques 20 minutes.
On va sortir un petit peu de l'autopsie. Quels sont vos loisirs? Ah, moi je marche. J'adore marcher. J'adore lire les biographies. J'aime bien connaître la vie des gens. Et puis j'aime bien en fait rencontrer des gens, les écouter. Vraiment, je prends du plaisir à m'asseoir, par exemple, à la terrasse d'un café, d'écouter les conversations d'à côté. Voilà. En fait, voilà, ma vie c'est ça. Puis j'aime le bord de la mer, j'aime l'air vivifiant, j'aime la campagne, j'aime les choses simples. Vous aimez dessiner aussi? Oui, j'aime dessiner. Je dessine, voilà. D'ailleurs, dessiner. Et quand je serai à la retraite, je vais dessiner énormément. Vous avez illustré votre livre de quelques dessins? Oh, mais ça, c'est dans une fontaine, un jardin là qu'il y a à l'Institut médico-légal, oui, qui n'était pas très bien entretenu avant que vous n'y arriviez. Puis là, il est entretenu par la ville de Paris, mais ça va être encore mieux à la fin de l'année où on a des travaux en cours et le patio va être refait intégralement l'année prochaine. Vous êtes très vigilante sur... je reviens un petit peu à l'Institut médico-légal parce que c'est quand même une grande partie de votre vie. Vous êtes très intransigeante sur le comportement de personnes qui travaillent avec vous, sur la propreté, l'asepsie, la lumière. C'est-à-dire que j'en ai la responsabilité, mais je suis un pion. Hein, je vais passer, je ferai la retraite, ce sera quelqu'un d'autre qui en aura la responsabilité. Et moi, je suis là, je l'ai accepté. Et puis c'est un passage là aussi. Et donc... c'est vrai que je suis très attachée, je vous dis, au respect du corps humain, mais l'ensemble du personnel me suit. Vous savez, c'est une grande famille, l'Institut, en fait. C'est une grande famille, et c'est vrai que, chacun en a notre tempérament, ça c'est sûr, mais disons que quand il y a un coup dur, tout le monde fait bloc. Et ça, vous savez, des coups durs, on en a eu, c'est-à-dire des catastrophes qui malheureusement peuvent arriver, et là, le personnel est obligé de venir nous aider. Et là, vraiment, chacun a une bonté de cœur que parfois il masque par d'autres. C'est-à-dire, vous n'agissez pas toujours... vous êtes un être humain, au-delà du fonctionnaire ou de... c'est toujours consensuel, mais c'est vrai que parfois je me mets un peu en colère parce que il y a le respect, parce qu'il y a quelque chose qui traîne, parce que j'aime bien que ça soit propre, impeccable, mais j'en suis pas au point d'être maniaque quand même. Je suis pas, non, à ce point-là. Mais c'est vrai que j'ai de la rigueur, mais la rigueur veut pas dire. Alors, quand je râle un peu, on dit elle a mauvais caractère, mais j'ai pas mauvais caractère. En fait. Vous avez du caractère. J'ai du caractère, voilà. J'ai du caractère et j'aime les choses bien faites et correctement faites, voilà. D'ailleurs, vous écrivez, je me souviens avec horreur de mes premières visites à l'IML, l'Institut médico-légal, quand je venais chercher des prélèvements d'anatomopathologie. Les couloirs étaient encombrés de corps dénudés, ensanglantés, dans des positions de marionnettes gisant les bras ballants en dehors des civières. C'est vrai que, vous utilisez le vocabulaire, ça peut paraître un petit peu, quoique même plus qu'un petit peu, difficile de parler de ce sujet. Mais ça fait aussi partie, je reviens un petit peu là-dessus, ça fait partie aussi de votre vie à vous de tous les jours, et ça fait partie aussi de la vie. Oui, mais si vous voulez, c'est vrai que ces événements visuels de l'époque m'ont marqué, et c'est vrai que maintenant je suis responsable de l'hygiène. Il y a quand même pas mal de maladies infectieuses qui sont actuellement partout. Et si vous voulez, un sujet qui décède brutalement, on ne sait pas de quoi, donc il faut être vigilant et nous le traitons comme si c'était un infectieux potentiel. Donc si vous voulez, il faut faire très attention à ce que l'hygiène soit toujours respectée. Et c'est vrai que le personnel est habillé en blanc, s'il y a que la moindre tâche, ils savent que ça se voit et donc ils vont se changer. Parmi vos passe-temps, donc marcher beaucoup, mais je crois savoir que vous aimez beaucoup la cuisine. D'ailleurs, vous racontez une anecdote à propos d'une blanquette de veau. Oui, mais ça, il faut lire le livre, il faut que les auditeurs le lisent. Mais vous savez, il y a tellement d'anecdotes, de récits dans ce livre, que d'en parler 2, 3, 4. C'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner. Ça, j'adore cuisiner. J'aurais pas fait cuisinier. Parce que moi j'admire les gens qui cuisinent dans des restaurants, parce que c'est une quantité énorme, c'est un stress permanent. Quand je vois ces grands maîtres de la cuisine, j'avoue que je suis en extase. Mais faire mon petit plat traditionnel, bien français, moi si vous voulez, la cuisine traditionnelle, simple, c'est vrai que j'y prends beaucoup de plaisir.
parce que je vous ai dit, à la fois dans les senteurs, ça mijote. Alors c'est vrai que quelqu'un m'a dit récemment, voilà, chez toi ça doit être que des plats mijotés. J'ai pas forcément, mais c'est vrai que ça me rassure peut-être. Peut-être que ça me rassure. De sortir de cet univers qui est le vôtre depuis tant d'années. Mais j'ai toujours cuisiné. D'ailleurs, quand j'étais étudiante, je travaillais dans la cuisine. J'avais mes bouquins dans la cuisine. Je cuisinais en même temps. C'est comme ça. Alors vous me faites un peu le reproche de trop donner d'anecdotes, mais il y en a tellement que il faut la laisser. Oui, et puis en même temps, c'est aussi, Madame Lecomte, c'est aussi ce récit, cette vie, cette tranche de vie. Vous montrez que vous avez une obligation professionnelle, d'être professionnel, d'être perfectionniste, je vais dire un petit peu, pas maniaque. Hein. Non. Et puis en même temps, vous parlez de votre vie de tous les jours. Ma vie de tous les jours est simple, et la vie de tout le monde. C'est la vie de tout le monde. Vous avez amené à côté avec vous une de vos amies que je connais bien aussi, parce qu'il y a un autre sujet qui vous tient beaucoup à cœur, même si il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, vous n'en aviez pas parlé. Je ne savais pas que vous étiez médecin légiste et responsable de l'Institut médico-légal de Paris. Il y a un autre sujet, un autre domaine qui vous tient très à cœur, c'est le domaine des personnes handicapées. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans cette circonstance. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, je fais un petit peu autre chose aussi. Si vous voulez, j'essaye de sortir un petit peu. Et on m'avait confié à l'époque, à titre intérimaire, je dis c'est l'intérim qui a duré quand même plusieurs années, à titre intérimaire, le matériel médical. Et donc j'ai travaillé, et à cette occasion-là, j'ai rencontré effectivement Madame de Pénenster au ministère de la Santé. Et c'est vrai que petit à petit, on a passé le relais, enfin surtout elle, parce que moi j'étais présidente, mais vous savez, le rôle du président est quand même moins impliqué que le rôle des personnes qui travaillent autour. Et Madame de Pénenster, qui connaît, alors elle, parfaitement le milieu du matériel médical, m'a donc beaucoup aidée à ce niveau-là. Et puis l'occasion a fait que les ministres, Monsieur Maty et Madame Boisseau, m'ont confié une mission concernant le matériel pour les handicapés, dispositifs médicaux pour les handicapés. Et Madame de Pénenster a été le rapporteur. Et donc toutes les deux, nous avons fait avec nous nous sommes vraiment beaucoup impliqués pour essayer d'expliquer ce que c'était en l'état. Nous avons fait donc un constat, là encore, c'est une expertise, de la même façon qu'une expertise. Nous avons ensuite essayé d'expliquer ce que ça pourrait être et comment éventuellement améliorer tout ça. Mais ça n'engage, je le dis bien, à la limite que moi, Madame de Pénenster aussi, parce qu'elle était avec moi, mais elle est... je dirais que ça m'engage complètement. Ça a été donc remis à Madame Boisseau. Et puis voilà, je pense que c'est un outil de travail pour eux, et puis c'est eux qui prendront les décisions et qui choisiront de faire ce qu'il a. C'est un constat, c'est une expertise. Et nous l'avons traité, de la même façon. Très lucide, oui. Je me souviens, nous étions une trentaine de fabricants dans une salle. Il y avait vous deux. Ouais. Je vais ouvrir le micro de Madame de Pénenster tout à l'heure. Vous y avez été carrément, franchement, ça a été... vous, les fabricants, il faut arrêter de faire... je vais le dire, c'était peut-être pas dans les mêmes mots, avec les mêmes mots, mais je pense que l'idée n'était pas loin. Arrêter de profiter des personnes handicapées en pratiquant des prix... Non, peut-être pas comme cela. C'est ce qui a été ressenti, en tout cas. Je sais pas, c'était pas tout à fait ça. Si vous voulez, c'est vrai que la personne handicapée est une personne qui a une souffrance quand même intérieure qui est là, qu'il maîtrise parfois très très bien, et je trouve que moi je vais vous dire une chose, je suis en admiration devant la façon dont certaines le maîtrisent complètement, et c'est vrai qu'ils ont besoin, comme d'ailleurs nous aussi dans la vie courante, mais plus particulièrement eux, d'aide technique, si vous voulez, au sens large, c'est-à-dire de moyens
pour compenser ces difficultés. D'être un peu plus autonome dans les actes de tous les jours, les actes simples. C'est une simples. Revendication, c'est l'autonomie complète. C'est une revendication. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pris cela à cœur, comme je prends à cœur les familles quand elles viennent me voir dans une cause difficile. Donc, c'est la même chose. Pour moi, ça a été le même travail, c'est-à-dire on les a beaucoup entendus, on a essayé de les recevoir, on les a beaucoup entendus, on est allé les voir sur leur lieu de vie. Et là, on s'est rendu compte qu'on pourrait quand même faire beaucoup de choses. Donc, nous avons proposé tout cela, comment faire. Nous l'avons proposé et nous avons montré les difficultés à l'époque actuelle qu'elles rencontrent, parce que pour elles, souvent, c'est malheureusement ce qu'on appelait toutes les deux le parcours du combattant. Mais vous savez bien que pour remettre et enlever plus exactement de la poussière sur ce TIPS, ne soyons pas trop techniques, le TIPS c'est le tarif interministériel des prestations sanitaires et sociales qui date depuis très très longtemps. Vous aviez quand même fait le constat que les aides techniques n'étaient pas remboursées à part un couteau-fourchette. Certaines étaient quand même remboursées, mais toutes n'étaient pas remboursées. Et si vous voulez, on peut pas laisser les gens qui sont dans une demande importante sans avoir une prise en charge quand même plus globalisée, plus générale. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons fait des propositions dans ce rapport, qui est d'ailleurs que nous avons rendu, et qui est officiel, mais je vous dis qu'il n'engage, et je le maintiens encore, qu'il n'engage que moi. Je ne veux même pas mouiller Madame de Pénenster, mais qui n'engage vraiment que l'auteur. Le rapporteur aussi, parce qu'il m'a beaucoup guidée. Mais voilà. Si vous le permettez, je vais faire une toute petite respiration musicale pour mettre le micro devant la bouche de Madame de Pénenster. J'ai envie aussi de lui poser des questions. Allez-y. Voilà, nous reprenons le cours de notre émission avec une voix supplémentaire. Bonjour Madame de Pénenster. Bonjour monsieur. Alors, vous connaissez depuis quelques années avec le professeur Dominique Lecomte. Ouais. On ne va pas parler de votre travail. Non. Quoique l'envie m'en démange beaucoup, mais vous avez lu le livre de Dominique Lecomte. Oui, tout à fait. Je l'ai lu une première fois assez rapidement pour me faire une idée, et puis j'ai souhaité en fait le relire. Donc je l'ai relu un mois après à peu près pour approfondir un petit peu les différents aspects en fait du livre. Si vous aviez des questions à lui poser que vous ne lui avez pas posées, vous le feriez là, au micro? Des questions que je n'ai pas posées. Forcément, on ne va pas raconter tout le livre. Mais cette femme que vous connaissez, vous, depuis 5 ans, avec laquelle vous travaillez, vous l'avez découverte sous un autre jour? Pas trop, parce qu'en fait, déjà rien qu'avec le travail qu'on a fait sur le rapport et puis le travail qu'on a fait donc pendant 5 ans, ces 5 années m'ont permis en fait de la connaître. Donc je n'avais pas complètement découvert en fait ce qu'il y a dans le livre et donc sa personnalité. Bon, c'est vrai qu'il y a un jardin secret qu'elle a gardé. Et je pense qu'il faut qu'elle le garde complètement, c'est tout à fait son droit. Mais en fait, j'ai pas découvert énormément de choses en fait par rapport à ce qu'elle m'avait raconté, de ce que j'avais vu à l'Institut médico-légal, parce que c'est vrai que j'ai passé quelques temps à l'Institut pour pouvoir arriver à rédiger le rapport, et ça représente vraiment totalement ce que j'ai constaté, c'est-à-dire en fait le respect des autres. J'ai une grande admiration pour Mme Lecomte pour sa capacité d'arriver en fait à avoir le côté technique et puis également en fait une grande sensibilité, tout en ayant la possibilité de faire la séparation à un moment et de voir la vie en fait quand même d'une façon positive malgré en fait les horreurs qu'elle voit tous les jours. Donc, mais avec toujours un grand calme, malgré en fait quelquefois des circonstances difficiles, elle prend sur elle et puis elle est capable d'aller parler aux familles. Je pense qu'elle est certainement d'un très très grand réconfort en fait pour ces familles et je pense que le personnel également en fait de l'Institut. Donc moi je parle de façon totalement extérieure à l'Institut. Oui. J'ai pas d'action dans l'affaire si on peut dire. Oui. Le personnel a une grande écoute. C'est un personnel en fait qui est très respectueux des autres et c'est vrai que le caractère et le côté respect est très important au niveau de l'Institut. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion en fait de voir un petit peu ce qui se passait là-bas et je dois dire que même si ce sont très certainement dans des circonstances abominables que les familles arrivent à l'Institut, elles peuvent arriver à avoir une écoute
qui est une écoute tout à fait remarquable de la part de Madame Lecomte, qui mouille sa chemise, si on peut dire, régulièrement. Et puis en fait du personnel d'accueil et du personnel en fait qui est à l'Institut. Donc je dois dire que chapeau, parce que c'est pas forcément évident tous les jours d'arriver à être serein, et c'est vraiment chapeau. Quand vous voyez son regard, vous avez l'impression que cette femme a un regard qui vient un peu d'ailleurs. Ah non, je pense pas qu'il vient d'ailleurs. Non, elle a de jolis yeux, mais sinon, je pense pas que. Non, je pense que non. Pas d'ailleurs, mais bien ici, bien actuel et bien. Et en fait, je pense grâce à des valeurs en fait réelles qu'elle a pu emmagasiner grâce à son enfance, grâce à aux différents événements de sa vie, et je pense que, au contraire, elle a bien les pieds sur terre, et le ailleurs, non, c'est des racines bien solides. C'est pas simplement le ici et maintenant que j'avais envie d'entendre. Ouais, pas de chance. Vous avez gardé une grande admiration pour votre père, ces valeurs dont parle Madame de Pénenster. Ouais, vous en parlez dans votre livre. Ouais, mon père avait une très très grande profession, donc il était un industriel. Et il s'est fait un petit peu, si vous voulez, bon, bien sûr, il a fait des études, mais enfin, c'était un homme de cœur, et ça, c'était très important pour moi. Et il rencontrait les ouvriers très souvent, et je pense que j'ai hérité ça de lui, en fait. Quand il vous a vu embrasser cette profession, il a été d'accord avec vous? Il vous y a encouragé ou? Oui, enfin, d'abord, il m'a laissé faire, ils m'ont laissé faire, mes parents m'ont laissé faire, parce qu'en fait, c'était une famille, où toute la famille de ma mère, c'est des fonctionnaires, donc, si vous voulez, il fallait que je sois fonctionnaire pour être tranquille. Une fille, ça devait pas, voilà. Et puis, en fait, je suis redevenue fonctionnaire, à la force des choses. Mais c'est vrai que quand j'ai dit que j'allais être médecin, personne n'a mis d'opposition, puis j'ai fait ça vraiment, bon, ça marchait, hein. J'ai fait ma médecine tranquillement, sans me poser des questions. Je me suis jamais vraiment posé de questions, en fait. Je savais pas ce que j'allais faire après. Je voulais faire médecin, point. Je voulais soigner. Je crois que tout est dit dans ces quelques mots que vous venez de prononcer. Je ne me suis jamais beaucoup trop posé de questions. Non. J'ai fait. Je suis ma route, comme je dis. Je suis ma route. Il y a des embûches, j'essaye de les passer, comme tout le monde. Tout le monde a une route avec, effectivement, des obstacles qui sont plus ou moins importants, et c'est vrai que des obstacles j'en ai aussi, moi aussi j'ai rencontré des difficultés, et je pense que bon, c'est vrai que j'ai peut-être une force intérieure importante, je ne sais pas, mais... C'est pour ça que j'ai parlé de votre regard, Madame Lecomte. Ah non, mais mon regard, c'est parce que j'ai les yeux clairs, et les yeux clairs, ça... Souvent, les gens sont surpris, parce que je dois avoir les yeux clairs. Moi, je ne me vois pas, hein, donc je sais pas, mais je pense que les yeux clairs font que les gens sont plus... apparaissent être d'ailleurs, comme vous dites. En fait, je suis vraiment d'ici, hein. Je suis vraiment totalement les mains dans les difficultés et vraiment les pieds sur terre. Comment a été reçu ce livre par le public ou par... Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout. Vous avez eu quelques personnes, quelques lecteurs qui vous ont écrit? Oui, j'ai même reçu une lettre encore ce matin. J'en reçois une quasiment... j'en reçois 3-4 par semaine, lettres. Depuis quelque temps. J'ai l'impression que les vacances nous donnent le temps de lire à des gens. Et c'est vrai que des gens m'écrivent. Et là, j'en ai reçu une ce matin, je l'ai montrée tout à l'heure à Madame de Pénenster, et cette lettre, c'est vrai, m'a un peu touchée. Si vous permettez 2 secondes, je vais l'attraper. Madame de Pénenster, pendant que Madame Lecomte cherche la lettre, vous la trouvez semblable à elle-même dans le récit, dans le livre qu'elle a écrit? Oui, je pense qu'en fait... Avec la rigueur, et puis la tendresse aussi. Oui, la délicatesse également. Donc en fait, je pense que c'est tout à fait elle. Parce qu'on peut se dire, ce n'est pas un métier de femme que d'être médecin légiste. Non, mais je pense qu'elle apporte un côté humain, à quelque chose qui est très technique et qui pourrait être froid. Je pense qu'elle apporte quelque chose d'humain, justement. Que dit cette lettre en quelques mots, sans la lire entièrement? Merci pour ce tout. Je ne connais pas du tout la personne qui m'écrit. Est anonyme. Visiblement, elle est anonyme. Merci pour ce touchant témoignage d'une femme éprise de ces petits riens qui continuent à l'émerveiller. Pour la première fois, j'ai cru me retrouver dans vos réflexions sur la mort et sa douce compagne, la vie. J'ai toujours fondamentalement su que pour apprécier réellement notre existence, c'était en approchant la mort et en la comprenant que l'on pouvait que plus respecter l'existence d'autrui. Donc il y a des gens qui réfléchissent peut-être un peu. Et ça me fait plaisir, parce qu'à la limite, je me dis que j'ai
je permets peut-être aux gens de réfléchir un petit peu et de voir, pour une fois, de voir que la mort existe, la mort touche les gens, et je trouve que c'est important. C'est important que d'être trop superficiel. Si vous voulez, moi, ce qui me choque actuellement, c'est le fait qu'on est très superficiel. L'individu est très superficiel, et ses valeurs sont ailleurs. Elles sont dans l'argent, dans la profession, dans les honneurs, les médailles. Peut-être, oui, c'est ça. Mais si vous voulez, elle n'est pas... Alors, si les gens réfléchissent sur ce livre, c'est vraiment bien. Je crois que là, j'ai marqué un point là-dessus. C'était ce que je voulais faire. Trouvez-vous que nous vivons dans une société ou dans un monde où la miséricorde a peu de place? Je pense que... J'irai pas jusque-là. Je pense qu'elle a peu de place, oui. Mais je pense que les gens sont... Quand on les voit dans la douleur et dans la souffrance, on se dit qu'ils n'en sont pas loin. En fait, si vous voulez, d'être proche de miséricorde. Mais il y avait d'autres choses. Il y a des événements qui précipitent, qui poussent les gens vers à vouloir sans arrêt plus, davantage, plus de choses. Et les gens courent après, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je ne sais pas quoi. Ils passent à côté parfois de la vie même. Enfin, c'est une réflexion personnelle, hein, très personnelle tout ça. Qui laissera sûrement les auditeurs dans une forme de méditation. Oui, c'est une phrase à méditer. La mort, oui, c'est au moins quelque chose qui répare beaucoup d'injustices dans cette vie, puisque nous allons tous inévitablement, inexorablement vers la mort. Ce que vous avez voulu faire, si je résume le livre, et ce que vous allez continuer de faire à l'Institut médico-légal de Paris, c'est de rendre à la mort sa vraie dignité. C'est tout à fait ce que nous cherchons tous quand même. Hein. C'est fondamental. C'est fondamental. Ce que nous cherchons tous, les médecins et le personnel, c'est vraiment fondamental.